bien. Petite vidéo, donc la suite du point que j'ai traité précédemment sur l'excédent brut d'exploitation. Et donc là, nous allons traiter des modes de financement, notamment des entreprises. En l'occurrence, ce qu'il faut comprendre au travers de ce document neuf, c'est qu'il y a finalement trois sources, trois modes de financement pour les entreprises. Donc comme d'habitude, je ne lis pas le document, je vous laisse faire. Première source donc de financement, c'est l'autofinancement, dont on avait déjà parlé en fait dans la vidéo, enfin dans une des vidéos précédentes, notamment sur la répartition de la valeur ajoutée. Je vous avais expliqué que l'entreprise, quand elle fait des bénéfices, les bénéfices en fait se répartissent de trois manières. Vous avez 33% qui vont aux impôts, impôts sur les sociétés ou impôts sur les bénéfices. Et donc il reste une partie qui va aller rémunérer les actionnaires dont on va parler là, et puis une partie finalement qui va servir justement l'autofinancement, c'est-à-dire pouvoir investir sans passer par notamment par un intermédiaire comme une banque, par l'emprunt. Voilà, donc l'autofinancement, c'est finalement la capacité d'un agent économique à se financer tout seul. Voilà, tout simplement. Euh, alors, petite précision, vous voyez là dans le diapo, le financement des investissements est donc financé par l'épargne brute des entreprises, c'est-à-dire la part des bénéfices non distribués, d'accord, après impôt, plus les amortissements. Donc on va parler en fait ici d'épargne brute, vous voyez là, épargne brute, notamment pour les entreprises, à partir du moment où on n'a pas retiré en fait les amortissements, c'est-à-dire les investissements de remplacement. Je vous rappelle, c'est le fait en fait qu'on remplace des machines obsolètes, usées par le temps. D'accord. Donc on ne cherche pas à obtenir des machines plus performantes, on ne cherche pas à en rajouter pour produire plus et bénéficier d'économies d'échelle. On cherche juste finalement à éviter le vieillissement de l'appareil productif pour maintenir des niveaux de production constants. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est le financement externe indirect, ce qu'on appelle aussi le financement intermédiaire, tout simplement parce qu'on passe par un intermédiaire. Donc ça, c'est le type de financement que je pense, enfin, vous en avez déjà tous entendu parler, c'est le financement par les banques, tout simplement. Donc les entreprises vont aller voir le gentil banquier pour emprunter de l'argent afin de financer des investissements avec des durées de remboursement et des intérêts variables en fonction de pas mal de choses. On reverra la notion de taux d'intérêt, c'est le troisième point de ce chapitre, donc je ne vais pas aller enfin, je vais pas aller plus loin sur cette notion-là. Voilà, donc financement externe, indirect, indirect parce qu'en fait on passe par un intermédiaire qui est la banque. Troisième source de financement, c'est le financement externe, cette fois-ci direct. En fait, on ne passe pas par un intermédiaire. Donc, on va parler de financement désintermédié. En fait, on va passer par les marchés financiers et les entreprises vont soit émettre des obligations, soit émettre des actions pour financer leurs investissements. Voilà. Donc, en fait, on- on ne passe plus par les banques, on va directement à la source, c'est-à-dire chercher les agents à capacité de financement. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques vont récolter l'épargne des agents à capacité de financement, et grâce à cette épargne, les banques vont pouvoir prêter et couvrir les besoins de financement. Là, finalement, les agents à besoin de financement ne passent pas par l'intermédiaire qu'est la banque. Ils vont chercher directement les agents à capacité de financement, c'est-à-dire qu'ils vont chercher directement l'épargne sur les marchés financiers. Voilà. Alors, vous en doutez bien, maintenant on va essayer d'expliquer la distinction entre les actions et les obligations. Une action, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une part du capital d'une entreprise. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes actionnaire, vous possédez une petite partie ou une grande partie des moyens de production de l'entreprise. En l'occurrence, vous voyez, j'ai donné un petit exemple. Si une entreprise a émis 1000 actions et que j'en possède 10, je suis tout simplement propriétaire d'1% de l'entreprise. D'accord. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'entreprise va faire des bénéfices, on l'a dit, il y a une partie de ces bénéfices qui vont rémunérer les actionnaires sous forme de dividendes, et vous aurez le droit à 1% des bénéfices qui seront distribués aux actionnaires. Voilà. Accessoirement, si vous possédez 1% du capital de l'entreprise, 1% des actions, votre voix dans la décision de l'entreprise
votre voix compte pour 1% de l'ensemble des voix. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une entreprise est cotée, par action, en fait, la décision au sein de l'entreprise n'est absolument pas démocratique. C'est-à-dire que la démocratie, par définition, c'est un homme, une voix, quelle que soit sa richesse, son origine sociale, etc. À partir du moment où il est citoyen français, il a le même poids, finalement, euh, que les autres. Voilà. Et ben là, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez, enfin, c'est même pas du tout ça. À partir du moment où vous avez un actionnaire qui possède par exemple 51% des actions de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle un actionnaire majoritaire, c'est-à-dire qu'en fait, il possède 51% de l'ensemble des voix. Donc c'est lui qui prend les décisions, en fait, tout simplement. Si vous possédez 30% du capital de l'entreprise, ben, votre voix compte pour 30% de l'ensemble des voix. D'accord. Donc plus vous possédez d'actions d'une entreprise, plus vous avez un pouvoir de décision important et accessoirement, plus vous allez récupérer une part importante des dividendes distribués après bénéfice. Voilà. Donc action, encore une fois, il s'agit d'un titre de propriété. À partir du moment où vous êtes actionnaire, vous êtes propriétaire. Ça, c'est très important à comprendre. L'obligation, c'est différent. L'obligation, c'est pas un titre de propriété, c'est un titre de créance. Vous voyez, titre de créance. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous détenez une obligation, vous détenez une partie d'un emprunt contracté par une entreprise. Voilà. Alors en fait, si vous voulez, quand vous allez sur le marché financier et que vous achetez des obligations, c'est comme si vous jouez le rôle du banquier en fait. D'accord. Vous allez prêter une certaine somme d'argent en achetant les obligations et tout est défini en amont en fait avec les obligations. C'est-à-dire que vous allez avoir un intérêt, d'accord. Donc vous allez savoir combien vous allez toucher d'intérêt et puis la période aussi de l'obligation va être définie. Donc par exemple, si vous achetez une obligation avec un taux d'intérêt de je sais pas, 5% sur 5 ans, ben, pendant 5 ans vous allez toucher 5% de la valeur de l'obligation et au bout de 5 ans, l'entreprise finalement rembourse ce que vous lui avez prêté. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc à partir du moment où c'est un titre de créance et pas un titre de propriété, la grande différence avec l'action, c'est que d'une part, la rémunération de l'obligation, elle est fixe, alors que la rémunération des actions va dépendre en fait du bénéfice réalisé par l'entreprise. Vous voyez, donc l'obligation est en fait moins risquée que l'action, donc elle est aussi moins rentable, d'accord. Moins il y a de risques, moins il y a de rentabilité. C'est un peu le principe du système économique dans lequel on vit. Euh, et deuxième chose importante, c'est que là, vous n'avez pas de pouvoir de décision en fait, d'accord, sur l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous achetez un titre de créance, vous ne devenez pas propriétaire d'une partie des moyens de production. Ça, c'est vraiment important. Alors, vous avez ici dans votre manuel, document 1, page 122, page 112, pardon. Le document 1, page 112, vous explique, je crois, de manière assez claire la différence entre les actions et les obligations, ce que je viens de vous dire. Donc c'est un bon moyen finalement de confirmer ce que je viens d'expliquer. Alors, je ne vais peut-être pas traiter toutes les questions. Maintenant, il y a un point qui m'intéresse, c'est de distinguer la valeur nominale, vous voyez c'est ici la question 2, d'une action ou d'une obligation, et son cours. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur nominale, c'est la valeur finalement à laquelle vous allez acheter votre action ou votre obligation, et son cours finalement, le cours d'une action, le cours d'une obligation varie en fonction de l'offre et de la demande. D'accord. Donc par exemple, vous avez entendu, je pense qu'il y a eu un krach financier avec le coronavirus. Eh ben, pourquoi finalement la valeur des actions et la valeur des obligations, pourquoi ces valeurs ont fortement chuté? Ben, pour une simple et bonne raison, c'est que il y a eu beaucoup d'offres, les gens voulaient se débarrasser finalement des actions et des obligations, et très peu de demandes. Donc mécaniquement, quand l'offre augmente et que la demande n'augmente pas, voire diminue, et ben, tout simplement, c'est ce que vous avez vu dans le chapitre sur le marché, le prix va s'effondrer. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit du prix des actions et du prix des obligations. Voilà. Donc c'est comme ça en fait qu'on explique le crack qui s'est produit la semaine dernière. Voilà. Euh, donc le cours dépend du marché financier et donc de l'offre et de la demande, puisque c'est l'intersection entre l'offre et la demande qui va fixer le prix comme sur un marché classique. Voilà. Alors
Pour le coup, précision très très importante concernant les obligations, hein, d'accord? Et en fait, je vais en avoir besoin pour le dernier point de ce chapitre concernant l'État, donc il faudra bien comprendre ce point-là. Les intérêts sur une obligation sont constants. Donc, si le cours de l'obligation augmente alors que le taux d'intérêt baisse, enfin si le cours de l'obligation augmente, alors le taux d'intérêt baisse et inversement. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous avez le prix de l'obligation qui augmente, le taux d'intérêt sur cette obligation va diminuer puisque la rentabilité doit rester, elle, constante. D'accord? Alors, je prends l'exemple qu'il y avait euh, dans, dans le manuel. Donc, vous avez une obligation, d'accord, qui donne 8 euros d'intérêt par an. Ok. Si le cours passe de 200 euros à 250 euros, alors le taux d'intérêt va baisser. C'est-à-dire qu'en fait, regardez, hein, on doit, ça petit x, hein, c'est l'inconnu, c'est le taux d'intérêt sur une valeur de l'obligation de 250 euros, en sachant qu'on sait qu'on doit récupérer 8 euros d'intérêt. D'accord? Donc on va isoler x, hein, c'est-à-dire qu'on va faire 8 divisé par 250, et donc on va obtenir x égale 0,032. Si vous faites 8 divisé par 250, ça vous donne 0,032, c'est-à-dire 3,2%. Donc vous voyez, en fait, initialement, hein, on avait un taux d'intérêt, donc une obligation qui coûte 200 euros avec un taux d'intérêt, vous l'avez là, hein, l'exemple, hein, vous voyez, obligation de 200 euros avec un taux d'intérêt de 4%, tac, l'obligation passe de 200 à 250 euros, donc le cours augmente par rapport à la valeur nominale, le taux d'intérêt, lui, va baisser en passant de 4% à 3,2%, parce qu'on doit toujours avoir 8 euros d'intérêt, d'accord? Ça marche. Alors, petite précision aussi, il ne faut pas confondre hein, intérêt et taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le pourcentage qui va s'appliquer à la valeur d'une action ou d'une obligation. D'accord? Et l'intérêt, bah, c'est la somme que vous recevez. Donc ici, le taux d'intérêt 3,2%, l'intérêt 8 euros. D'accord? Important de distinguer taux d'intérêt et intérêt. Voilà. Alors, question, donc on a travaillé sur les obligations. Là, on va passer vite fait sur les actions. Question numéro 3, vous avez une entreprise qui réalise 2 millions d'euros de bénéfices au cours d'une année, elle décide d'en distribuer la moitié aux actionnaires, d'accord? Donc on peut supposer que l'autre partie va aller dans l'autofinancement, hein, justement. Donc, en gros, il va y avoir 1 million d'euros de distribués et vous avez le droit à 0,001% de ce million d'euros qui va être distribué parce que vous possédez 0,001% des actions de l'entreprise. Donc vous faites tout simplement 0,001 multiplié par 1 million, ça vous donne 1000 euros. Donc vous avez gagné finalement 1000 euros grâce à votre action. D'accord? Voilà. Bien. Alors, petite ouverture maintenant que j'ai expliqué. Donc je rappelle un petit peu hein, ce qu'on a vu là. Trois modes de financement. L'autofinancement, donc partie des bénéfices qui n'est pas distribuée après impôt. Ensuite, le financement externe indirect, intermédiaire, on passe par une banque. Et le financement externe des intermédiaires directs, hein, on passe directement par le marché financier pour trouver les agents à capacité de financement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un petit changement. Si vous voulez, c'est le document 10, hein, que je vous laisse lire tranquillement. Il y a eu un petit changement au cours du temps, notamment après les 30 Glorieuses. Pendant les 30 Glorieuses, les économies étaient plutôt des économies d'endettement et progressivement, on est passé vers des économies de marché. D'accord? Donc la grande différence, c'est qu'en fait, en économie d'endettement, ici, tac, on est dans des économies où le financement est intermédiaire, principalement. L'économie est principalement financée par les banques et économie de marché, l'économie est principalement financée par le marché financier, c'est-à-dire un financement des intermédiaires. Voilà. Alors ce petit tableau en fait résume un petit peu le document, je m'explique, hop, je vais tout de suite prendre la correction. Donc si vous prenez l'autofinancement par exemple, dans une économie d'endettement, il n'y en a quasiment pas, hein, d'accord, puisque finalement les entreprises notamment sont obligées de passer par l'emprunt bancaire pour pouvoir financer les investissements. Alors que dans une économie de marché, l'autofinancement il est important, parce que finalement quand une entreprise, par exemple, hein, vend des actions, vend une partie de son capital, l'entreprise, attention, ne s'endette pas. Hein, d'accord? Il n'y a pas d'endettement là. C'est-à-dire que l'entreprise vend en fait une partie de sa propriété. D'accord? Donc bah, mécaniquement, en émettant des actions, l'entreprise va augmenter la valeur de son entreprise.
augmenter la valeur de son capital, et c'est ça qui va lui permettre d'investir. Il n'y a pas il y a pas d'endettement là. Donc c'est quasiment, enfin, c'est ce qu'on appelle de l'autofinancement. Voilà pourquoi en économie de marché, on a un autofinancement assez élevé, contrairement à une économie d'endettement. D'accord. Donc je vous rappelle, l'économie d'endettement, hein, c'était avant les années 80, notamment pendant les 30 glorieuses, hein, économie de marché financier à partir des années 80. Je reviendrai un peu dessus après. Crédit bancaire, économie d'endettement très élevée, en économie de marché financier faible, à relativiser, hein, bien évidemment, ça dépend des entreprises, etc. C'est une simplification. Hein. Rôle des marchés des capitaux faible en économie d'endettement, fort en économie de marché financier. Et deux exemples de pays à nuancer, hein, encore une fois, hein, c'est pour simplifier et vous faire comprendre la différence entre l'économie d'endettement et l'économie de marché financier. La France est plutôt une économie d'endettement, les États-Unis plutôt une économie de marché. Ce qui ne veut pas dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de financement par les banques, hein, qu'on soit bien clair, ce qui ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas de financement par le marché financier, bien au contraire. Hein, d'accord. Alors, si vous voulez, il y a eu un changement de paradigme, comment dire, un changement de mode de financement à partir des années 80, et il y a un économiste français qui s'appelle Henri Bourguina qui a appelé ça la règle des 3D. Voilà. En fait, si vous voulez, on passe d'une économie d'endettement à une économie de marché financier à partir du moment où ces trois choses sont mises en place dans nos économies. Première chose, la désintermédiation. Plus d'intermédiaires dans les échanges de capitaux, c'est-à-dire beaucoup moins de banques. On utilise beaucoup moins les banques pour avoir accès au crédit et couvrir les besoins de financement. On passe de plus en plus par le marché financier. Voilà pourquoi on parle de désintermédiation. D'accord. Alors en sachant que, petite précision à l'oral, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que les banques en fait ont dû se convertir. C'est-à-dire que les banques, pendant très longtemps, notamment pendant les 30 glorieuses, accordaient tout simplement des crédits aux entreprises qui avaient besoin de se financer. En voyant cette désintermédiation-là, les banques se sont mises elles-mêmes à acheter des obligations et des actions sur les marchés financiers. C'est-à-dire que vous allez placer de l'épargne en banque et les banques vont utiliser votre épargne pour acheter des actions, des obligations. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont contribuer largement au développement des marchés financiers. Elles vont en quelque sorte contourner la désintermédiation qui se traduit, en tout cas au départ, par un rôle des banques moins important dans le financement de l'économie. Voilà, j'espère que je suis assez clair dans ce que j'explique. Ensuite, il y a un décloisonnement. On ouvre les marchés, les frontières, c'est-à-dire qu'en fait, les marchés ne sont plus cloisonnés. D'accord. Un exemple tout simple, alors je ne vais pas trop détailler pour pas trop vous embrouiller, mais vous voyez, la crise de 2008, ce qu'on appelle la crise des subprimes par exemple, hein, elle s'est propagée dans le monde entier très rapidement pour une simple et bonne raison, c'est que vous avez des banques américaines qui vont accorder des crédits, ce qu'on appelle les crédits subprimes, à des ménages très peu solvables aux États-Unis. Voilà. Ces ménages-là vont avoir de plus en plus de mal à rembourser ces crédits. C'est pour ça que les banques vont se retrouver en difficulté. Sauf qu'en fait, les banques ont mis ces crédits, ils les ont titrisés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vendu ces crédits sur les marchés financiers sous forme de titres financiers. Et par exemple, BNP Paribas, Banque Française ou Société Générale ont acheté des titres, d'accord, c'est-à-dire en fait ont acheté des petits bouts de crédit subprimes, crédits qui étaient accordés à des ménages peu solvables aux États-Unis. Normalement, en fait, un emprunt, vous ne pouvez pas le céder, d'accord. Ce ne sont pas des actifs cessibles, on ne peut pas les donner, d'accord. Ben là, en fait, avec le décloisonnement, si, c'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, vous accordez, vous, en tant que banque, un crédit de 1000 euros à quelqu'un, vous divisez ce crédit de 1000 euros en 10 titres de 100 euros que vous vendez à d'autres agents sur le marché financier sous forme de titres. Voilà. Donc voilà comment, si vous voulez, à partir du moment où les crédits subprimes ne sont plus remboursés, ceux qui possédaient ces titres n'ont pas été remboursés. Voilà comment finalement la crise s'est propagée. Voilà ce que c'est que le décloisonnement. Il n'y a plus de cloison entre les emprunts, les obligations, les actions. Les marchés sont tous liés les uns avec les autres. Ensuite, dernier point, la déréglementation. C'est-à-dire qu'en fait, on autorise les banques à la fois être dépôt et source d'investissement. Je vais prendre un exemple tout simple pour vous faire comprendre la chose. C'est le crédit agricole. Pendant très longtemps, le crédit agricole, finalement,
avait pour mission de financer le monde agricole et les agriculteurs. Et puis au cours des années 80, finalement, des réglementations, le Crédit Agricole va pouvoir commencer à financer d'autres entreprises que celles issues du milieu agricole. Voilà. Et finalement, le Crédit Agricole aujourd'hui fait exactement la même chose que le CIC, le Crédit Mutuel, Banque Populaire ou autres banques. Voilà. Donc, des intermédiations, des cloisonnements, des réglementations, ça va provoquer le passage d'une économie d'endettement vers une économie de marché. Alors, juste pour conclure cette vidéo, gros avantage de l'économie de marché, c'est que vu que les agents à besoin de financement sont directement mis en lien avec les agents à capacité de financement, ça permet de trouver très très rapidement des liquidités pour financer les investissements. Voilà, il n'y a, a pas le temps nécessaire. Hein. Vous savez, dans une banque, il faut monter un dossier, il faut attendre que le dossier soit validé par la hiérarchie de la banque, etc. Ça peut prendre du temps. Là, en fait, c'est très très rapide, donc ça permet en fait d'être très réactif par rapport à la demande. Voilà. Vous vendez un produit, il y a une explosion de la demande pour ce produit-là. Très très vite, vous allez sur le marché financier, vous obtenez des liquidités et hop, vous pouvez investir et répondre assez rapidement à la demande. Donc ça permet finalement d'être très réactif. Ça, c'est vraiment le côté très positif. Le côté négatif, c'est que finalement, ceux qui possèdent des actions, les actionnaires, hein, veulent de la rentabilité et de la rentabilité de court terme. Et donc ça peut nuire au développement de long terme des entreprises, notamment nuire aux investissements qui ont une rentabilité seulement à très très long terme. Pensez à la recherche et le développement par exemple. Il ne suffit pas de chercher pour trouver, ça prend du temps. Voilà, et le temps, les actionnaires n'en ont pas. Ils veulent du cash assez rapidement. Et dernière chose, ça peut aussi avoir pour effet, on peut avoir des actionnaires qui vont vouloir finalement obtenir toujours plus de dividendes et donc obtenir une partie de la valeur ajoutée toujours plus forte au capital, au détriment du travail. Ça peut se traduire donc par des licenciements, ça peut se traduire par de moins en moins de salariés dans une entreprise. Or, au bout d'un moment, ça peut remettre en question le développement de l'entreprise à long terme. Vous voyez, donc la logique court-termiste de l'économie de marché, c'est l'aspect négatif, mais en même temps, ça permet d'être très réactif et de trouver très très rapidement des liquidités. Voilà pour les trois modes de financement de l'entreprise. Cette petite ouverture sur le passage de l'économie d'endettement à l'économie de marché à partir des années 80, en lien avec la règle des 3D. J'espère que tout ça est assez clair. Et le prochain point que nous aborderons, c'est la notion de taux d'intérêt. On en a déjà un petit peu parlé. On va développer un peu plus ça dans la prochaine vidéo.